Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. C'est de trouver cet équilibre entre rester d'accord avec le gamin qu'on a été, mais être acceptable quand même pour les gens qui vivent autour de nous. Donc grandir sans grandir comme ça. Être dans une espèce d'entre-deux, entre garder sa colère adolescente pour pouvoir encore se regarder dans la glace ou ses idéaux par exemple, et en même temps ne pas faire chier tout le monde avec ta colère tous les jours, parce que la vie c'est pas ça, hein. Faut aussi un peu de joie, faut des loisirs, faut de la bêtise. C'est la rentrée des gens qui doutent et pour entamer cette nouvelle année, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste et auteur que j'aime beaucoup, Jérôme Collin. Vous l'avez peut-être déjà entendu en radio, à la RTBF ou en télé dans son émission culte Heptaxi. Si pas, allez écouter et regardez ça. C'est une des personnes dont j'aime le plus les interviews. Mais ce n'est pas pour cela que je l'ai invité dans ce podcast, c'est parce qu'il vient de sortir son 3e roman, Les Dragons, que j'ai lu cet été et qui m'a pas mal retourné. En fait, c'est l'histoire d'un jeune adolescent un peu à part, très en colère vis-à-vis de beaucoup de choses, notamment de ses parents et de tous les adultes de manière générale, parce qu'ils acceptent plein de choses, des injustices ou tout simplement de tomber dans la normalité, alors que lui, ça le dégoûte tout ça. Il est envoyé dans un centre de soins pour adolescents et il rencontre d'autres jeunes comme lui qui sont tout aussi en décalage ou ont été abîmés par la vie. Et dans ce centre, il tombe amoureux, il tombe fou amoureux d'une fille qui va encore plus mal que lui et ça va bouleverser sa vie. C'est un roman très dur et cet épisode l'est aussi, je pense. J'aurais pu mettre des petits trigger warnings sur à peu près tous les sujets, mais il y a aussi et surtout beaucoup de belles choses qui se sont dites dans cette conversation avec Jérôme. J'ai beaucoup aimé ça. On a parlé d'amour, de ce que l'amour lui a apporté, de comment s'aimer pendant longtemps. On a parlé de colère, de tristesse, de l'importance d'exprimer ce qu'on ressent. Il est revenu sur les 3 mois qu'il a lui-même passé dans un centre pour jeunes durant l'écriture et des rencontres qu'il y a faites qui l'ont bouleversé beaucoup plus qu'il ne le pensait, de pourquoi il trouve qu'on devrait tous mourir au même âge et de comment E.T. fait aujourd'hui partie de ses 5 meilleurs amis. Petite remise en contexte parce que j'ai commencé à enregistrer en plein milieu d'une discussion qu'on avait en off parce que j'avais très envie que ça soit dans l'épisode. Jérôme était en train de me parler d'une bande dessinée qu'il adore, Le Combat Ordinaire de Manu Larsenet, et qui exprime l'idée qu'en fait dans la vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est toujours un peu autour des mêmes sujets. Donc chacun comme ça dans la vie, on a 1 ou 2 clous sur lesquels on tape tout le temps, en permanence, de façon parfois différente, mais c'est toujours les mêmes clous. Donc voilà, on en était là dans la discussion. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, c'est quoi ton clou ? À moi ? Si je dois planter des clous toute ma vie, taper sur un clou toute ma vie, ce besoin de réparer la reconnaissance que je n'ai pas eue quand j'avais 16 ans, je crois. Et je pense que ma vie d'homme, à mon avis, se résume un petit peu à ça, que ce soit à la radio, à la téloche ou dans mes livres, c'est essayer de réparer cette petite chose-là. Et ça n'arrivera jamais à être fait, tu penses ? Non. Non, je pense que c'est vraiment une quête absolument désespérée, parce que j'ai plus 16 ans. Et a priori, le mec que je suis devenu, il pourra pas réparer ce qui s'est passé dans le passé, non. Mais c'est pas grave en même temps. Et donc, du coup, je change de quête, c'est-à-dire que je veux plus réparer, et je me dis, c'est alléger le sac à dos. Tu vois, que ce soit un peu moins, qu'il y ait moins de grosses pierres dans le sac à dos et parvenir à en déposer quelques-unes, une tous les 5 ans par exemple, tu vois, pour terminer un peu plus léger. C'est mon seul objectif de vie là maintenant. Et tu y arrives ? Un tout petit peu, ouais. Ouais, un tout petit peu. Je suis plus serein que quand j'avais 30 ans. Alors, je suis toujours pas très serein, mais plus serein que quand j'avais 30 ans, ouais, où c'était pratiquement invivable. Mais aujourd'hui, ouais, j'arrive à mettre de côté quelques petites pierres. Tu fais comment ? J'écris des bouquins. Je crois vraiment que c'est ça. Et tu trouves que ça soigne des choses chez soi ? Ça soigne pas, ça allège. Ouais, vraiment. En fait, comme on court tout le temps, je trouve qu'écrire un livre, la qualité principale du fait d'écrire un livre, c'est de prendre le temps de réfléchir à un problème pendant 2 ans. Ce qu'on fait jamais dans la vie de tous les jours, tu vois. Et quand même, le fait de prendre son temps pour réfléchir à un souci de notre vie,
ponctuel. À un moment, je trouve que ça permet de déposer les petits cailloux, quoi, d'alléger un peu la peine, le poids, l'angoisse. Donc au final, on s'en fout du résultat, c'est le processus qui fait tout, quoi. Alors, malheureusement, l'ego entre en jeu. et donc, non, moi je m'en fous pas du tout du résultat. Moi, je suis obsédé par tout. Tu vois, je suis obsédé par la question que je suis en train de résoudre, par le fait que je suis en train d'y consacrer du temps, ça me remplit de joie. Et puis quand j'ai pas de temps du tout, que ça me remplit de peine. Et puis une fois que le livre est fini, que je dois l'envoyer à l'éditeur, et pire encore, le faire lire aux gens et puis aux lecteurs potentiels, je suis mort de trouille. Mais surtout que si ce que tu fais, c'est essayer de réparer la reconnaissance que t'as pas eue, à chaque fois, tu remets un peu ça en jeu. Tu refais un livre en sachant qu'il y a encore il y a le risque de nouveau que ça marche pas et que t'aies pas cette reconnaissance-là. Oui, on peut rajouter masochisme à la liste si t'as vraiment envie. C'est vite, hein, quand même, pour autant de défauts. 4 minutes. Ouais, non, mais après ça, mon ego n'est plus du tout blessé. À 16 ans, ça n'est pas une reconnaissance. C'est parce que, en fait, il y avait des exclusions scolaires chez moi, et ça te rabaisse les exclusions scolaires, en fait. Et c'est là la reconnaissance, c'est la reconnaissance par le monde des adultes. C'était pas par mes pairs, par les gens qui avaient mon âge. C'était vraiment la reconnaissance des adultes qui disaient mais en fait, vous, on ne veut pas de vous chez nous. Et moi, je viens d'une époque, je suis né en 74, où on avait envie de devenir adulte. Maintenant, je pense que les jeunes, ils nous voient, hein, ils n'ont pas du tout envie. Et ils ont bien raison. Mais du coup, ils sont malades. Mais moi, j'avais envie de devenir adulte. Et je voyais quand même tous ces gens qui me disaient mais toi, on veut pas de toi. Et c'est cette petite chose-là qu'il faut réparer. Mais l'ego, moi, je compare ça à un monstre, à un gentil monstre, à un monstre trou-né, comme ça, que si tu le nourris pas assez, il est vraiment très nerveux, que si tu le nourris trop, il est vraiment dangereux, très dangereux, mais que si tu le nourris bien, un peu bio, bazar et tout ça, et que tu parviens à trouver un équilibre, c'est un très gentil monstre. Un ego à peu près bien nourri, je trouve que c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est trop peu nourri ou trop nourri. Mais quand t'arrives avec le temps à trouver une espèce de petit équilibre comme ça, pour assumer que t'as un ego, il faut, t'as pas le choix, parce qu'il va falloir que tu adaptes son régime, donc il faut d'abord savoir qu'il existe, tu vois, et puis trouver comment le nourrir le plus sainement possible. Et quand l'âge vient, quand même, enfin, je suis pas très vieux, mais j'ai quand même 48 ans, tu vois, donc je trouve que ça c'est plus simple. C'est adapter le régime de son ego. Et pourquoi les adultes ils voulaient pas de toi quand tu étais jeune ? Probablement parce que j'étais un peu différent, que j'étais très isolé, que pour marquer ce mal-être-là, j'étais très bavard en même temps, tout était plein de paradoxes, très en colère sur le monde entier, ce qui a moyennement changé. Je n'ai pu que le constater, c'est que l'école n'attendait pas des élèves comme moi, et je correspondais pas à ce que l'école attendait. Et donc ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient pas de moi, vu qu'ils me renvoyaient. Pourquoi tu étais en colère ? Je sais pas, des fois je pense que c'est une nature. Je pense qu'il y a des gens qui naissent en colère. Moi, ma mère, elle m'a dit que j'avais beaucoup gueulé quand je suis né. Et je sais pas, peut-être que je disais, je sais pas, je restais à l'intérieur, j'ai pas du tout envie de votre truc là. Je sais pas d'où ça vient. L'injustice. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui naissent, sont des dragons dès le début. Bah ouais. Ouais, il y a ceux que la naissance déclare, et puis il y a ceux que la vie déclare. Moi, ma vie, très paradoxalement, j'ai été élevé par des parents aimants, dans une famille modeste, mais avec des parents très aimants, etc. Donc, j'ai pas souffert du tout du manque d'amour, etc. En dehors de dans ma famille, je parle. En dehors, c'est autre chose. Mais ouais, je pense qu'il y a des natures comme ça. Il y a des natures persécutées. Et moi, partout, et notamment par toute l'injustice. Et on parlera peut-être des gamins que j'ai rencontrés là pour faire les dragons, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le truc que nous on accepte et que eux n'acceptent pas, c'est toutes les petites injustices. Et je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Et quand t'es un peu sensible à l'injustice, tu ne peux qu'être en colère contre le monde, vu que t'en vois une toutes les 6 minutes. Et comment tu gères la colère maintenant, en écrivant des livres ? Non. J'ai appris à fermer ma gueule un peu. Pas tout à fait, mais un peu.
à dire à voix basse ce qu'avant vraiment je vomissais. Mais je n'apprends pas à gérer. Non, je somatise toujours autant, mais en silence. J'ai appris à essayer de le faire en silence parce que comme je vis quand même avec une famille, avec la même femme depuis 27 ans, avec mes enfants, etc., à un moment, tu réalises aussi que tu peux pas non plus leur faire vivre ça tout le temps, hein, que c'est ton problème, pas le leur. Et je somatise. Là, par exemple, j'ai une boule au nombril pour le moment qui est sortie. J'ai une infection à l'œil. Et voilà. C'est ça que je somatise tout. Comme ça, je gueule pas. Yes. Voilà, je crois que c'est ce que mon corps a c'est des petits trucs, ça va, il y a encore rien de catastrophique, donc, mais mon corps le fait pour moi. Comment elle est née, cette idée des dragons? Bah déjà de ce dont on vient de parler, tu vois, d'avoir eu l'impression d'avoir été seul. Et peut-être que c'était qu'une impression, en plus, c'est ça le plus terrible. Mais j'ai eu l'impression d'avoir été seul quand j'étais ado. Et qu'est-ce qui te manquait? Ah bah, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis j'ai eu l'impression d'être seul. Il me manquait qu'on ait les conversations que j'avais envie d'avoir, qu'on ait les occupations que j'avais envie d'avoir. J'étais dans un groupe et je me sentais seul. Ça, je sais pas si c'est la naissance ou si c'est autre chose qui fait ça, mais je me sentais tout seul. Et quand j'ai grandi, que j'ai été adulte, le monde du travail, etc., je me suis aussi senti assez seul. Je sais pas pourquoi. Orelsan, il a une belle phrase, il dit seul avec du monde autour. Et vraiment, quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, oh, l'enculé. Il a mis les bonnes paroles, 5 mots, et ça marche. Et c'est ça. Seul avec du monde autour, un peu. Et les dragons, ça vient de là. D'avoir grandi seul avec du monde autour. D'avoir vu, j'ai 3 enfants qui ont tous traversé l'adolescence, là. Et les 2 garçons, ils l'ont traversé de manière un peu costaude, un de manière colérique, et l'autre de manière plus douloureuse. Ça m'a bouleversé, évidemment. Je suis leur papa et je les aime. Et j'ai vu des amis de mes enfants aussi qui eux, tombaient véritablement dans la maladie. Et puis j'ai lu plein de statistiques, j'ai lu plein d'articles sur la maladie mentale des ados parce que je voyais qu'il y avait plus de maladies mentales autour de mes enfants qu'il n'y en avait autant autour de moi quand j'étais ado. Et je me posais la question et j'ai découvert des choses folles. Un adolescent sur 3 aujourd'hui déclare subir de troubles anxieux ou de dépression. 1 sur 3. 1 sur 10 déclare avoir déjà pensé au suicide. C'est l'exemple que je donne. Si tu prends une classe de 30 élèves, qui est la moyenne aujourd'hui, il y a 3 gamins et gamines qui ont déjà pensé à mourir. Enfin, je veux dire, depuis le Covid, 50% de plus de tentatives de suicide chez les jeunes filles. Pas chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles. Jeunes garçons, un tout petit peu, mais relativement stable. Chez les jeunes filles, ça explose. Enfin, quand on lit ça, si on a mon âge et qu'on n'est pas alerté dramatiquement, je trouve que c'est grave. Parce que vraiment, c'est des chiffres qui sont pas du tout anodins, qui parlent de la chose la plus importante qu'on a dans une société, à savoir les enfants, hein, parce qu'ils vont reprendre le flambeau. Non seulement on les aime, mais en plus, ils vont reprendre le flambeau. Enfin, c'est le truc le plus précieux d'une société, les gosses. Et ça m'a complètement alerté. Et je me suis dit, moi, je voulais raconter une histoire d'amour. C'était mon obsession, pour la première fois, raconter une vraie histoire d'amour d'adolescent. Cet amour, tu vois, fou, la première fois qu'il nous frappe comme ça. Et je voulais raconter ça pour essayer de me souvenir aussi du choc amoureux que moi j'avais eu dans ma vie pour ma femme. Et puis très vite, j'ai su que je voulais raconter une histoire d'amour, mais qu'elle allait se passer avec des enfants entre guillemets déclassés, relégués, cachés, hospitalisés. Avec ces enfants-là, avec des enfants en souffrance, parce que il était évident que si on passe 2 ans à faire un truc dans sa vie, comme écrire un livre, fallait parler d'un truc qui me paraissait important. Et le truc qui me paraissait le plus important pour le moment, c'était la santé mentale des ados. Et donc ça allait passer 3 mois, tous les jours, tous les après-midi dans un centre. Ouais. Et tu t'attendais à ce que tu as ressenti, à ce que tu as trouvé? Ah non, extrêmement présomptueux, genre vraiment sur ce coup-là. Je pensais que c'était un bonhomme. J'allais me dire exactement. Non mais t'as raison. J'ai appelé un psychiatre, je lui ai dit écoutez, j'ai ce projet-là d'écrire un livre, mais ça a ses limites parce que je sais pas ce qui se passe. Architecturalement parlant, je sais pas à quoi ça ressemble. Les soignants, je sais même pas qui travaille dans ce genre d'endroit. Et surtout, je rencontrais les jeunes parce que j'ai tellement de questions à leur poser. Et
Il m'a dit venez, y a pas de souci. Et très franchement, je me suis dit que ça va pas être facile, mais vraiment, je me suis pas du tout dit que ça allait être très difficile. Or, ça a été évidemment au-delà de ça. Ce qui est bien que je suis allé 2 semaines au début, puis j'ai arrêté pendant 2 semaines. Vraiment, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que je savais que les ados souffraient. Je l'avais vu autour de moi avec les miens, avec leurs amis. Je l'avais lu, mais vraiment, j'étais loin de réaliser qu'ils souffraient autant et qu'on pouvait avoir vécu si peu et avoir déjà traversé autant de merde. Et ça, vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça a été une révélation. Ce qui est idiot, hein, parce que vraiment, on peut s'en douter, mais en fait, c'est les voir. Et j'ai eu un truc quand même avec eux, c'est que, enfin, t'as un amour immédiat pour eux. Tu les vois, tu les côtoies un tout petit peu, hein, mais quelques minutes. Et en fait, tu ne peux que les aimer. Tu vois, ils sont... Genre, t'as envie de les planquer sous ton manteau et de les protéger de tout. Leur dire ça va aller, mes petits oiseaux, tu vois, et leur mentir. Mais t'as envie de faire ça, c'est évident, tu vois. Et donc extrêmement présomptueux parce que c'était une rencontre difficile, parce que c'est une rencontre avec la réalité, hein, en fait. Et c'est pas pour rien si on n'en parle pas dans la société. C'est pas pour rien si on cache un petit peu ça, si on les exclut de l'école, si on les exclut de leur groupe d'amis. Si on les exclut, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'on veut pas les voir. Et parce qu'on a peur des choses qu'on peut pas gérer, qu'on peut pas réparer. Je pense qu'on a peur. Je pense qu'ils sont des symptômes. Ils sont les symptômes d'une société malade. Et c'est un des symptômes de la société malade, c'est ces enfants-là. Mais on veut pas trop les voir parce que sinon ce serait trop de choses à remettre en cause. Enfin, la main des adultes sur les enfants présents en psychiatrie est énorme. Tu vois, et que ce soit dans la famille, vraiment, la main de l'homme, par exemple, que tu vois si tu veux comprendre ce que c'est domination masculine, tu passes un quart d'heure là-bas, franchement, le concept est très très clair, très imagé. Et il y a cette main-là, et puis il y a notre main à tous, suivant tout ce que nous, adultes, on accepte dans la société, qui est pourtant absolument inacceptable, et que eux ne tolèrent pas, mais c'est quand même notre responsabilité, je trouve. Je pense vraiment que tous les enfants qui se retrouvent là-bas, ils se retrouvent par notre responsabilité de créer, de donner un monde qui n'est pas un monde à offrir. Tu penses qu'à partir de quand toi et moi, on a accepté toutes ces choses-là qu'eux, ils acceptent pas? Putain, mais quand est-ce qu'on a basculé? Là-bas, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Nell. C'est hyper important pour moi de donner de dire son prénom, et qui est vraiment la jeune fille qui habite le personnage principal des Dragons. À qui tu dédies le livre, d'ailleurs. À qui je dédie le livre. Et elle m'a dit un jour, tu sais, toi, Jérôme, t'es capable de passer devant un sans-abri, de pas lui donner de fric. Parce que ce jour-là, t'en as pas dans ta poche. Et si ça tombe, t'en as, mais t'as la flemme d'aller dans ta poche. D'aller retrouver un copain à toi à une terrasse, de boire une bière et de raconter tes vacances et de rire. Eh ben, moi, j'en suis incapable, elle m'a dit. Mais le pire, c'est qu'elle avait raison. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, et évidemment, je pense, comme nous tous, si on est un peu honnête, de passer devant quelqu'un, d'aller vulgairement dans ma poche, sans aller au bout, et d'aller retrouver quelqu'un et de raconter mes vacances. Et elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Mais quand est-ce qu'on a basculé? Quand est-ce qu'on a été capable de faire ça? Quand est-ce que ça a cessé de nous choquer? Eh ben, c'est une vraie question. Je sais pas. Quand est-ce qu'on bascule? Tu vois? Dans ce truc qui est pourtant inacceptable. Comment est-ce qu'on peut accepter de passer devant quelqu'un et de même pas lui donner 50 centimes et d'aller dépenser 4 balles pour un coca après? Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Ils ont raison. Et c'est pour ça que dans le livre, je pose la question de qui est malade. Quand la fille lui dit qu'elle est malade, il dit « Je suis pas malade, je suis en colère, connasse. » Et qui est malade? Nous qui sommes capables de faire ça, ou eux qui sont incapables de passer au-dessus? Bah, je trouve que la question vaut le coup quand même, vaut le coup d'être posée. Et donc, c'était là-bas tous les après-midi, et tu parlais avec eux? Ouais. Et t'écrivais en même temps, ou tu rentrais chez toi et t'essayais de digérer, et puis après t'as écrit?
Non, je faisais tout. C'était un bordel fou. Je quittais la radio ici à 13h à Bruxelles, je prenais ma voiture et à 13h48, j'étais là-bas. Et je restais là-bas jusqu'à 19h à peu près, tous les jours. Et le premier jour où je suis arrivé, parce qu'il a fallu me présenter quand même à ses enfants, ils étaient 20. Il y avait 16 filles et 4 garçons. Il y avait une espèce de réunion comme ça, ils étaient tous en cercle, le psychiatre m'a présenté, j'ai dû présenter mon projet. Il y avait encore une grande table de cuisine. Dans l'espace cuisine, c'était une grande pièce comme ça. Et je leur ai dit, écoutez, je vais m'asseoir là, venez me parler, je vais pas aller vers vous, parce que je vous connais pas, mais si ça vous dit, venez parler, j'aurai des questions à vous poser, vous pouvez pas y répondre, c'est pas grave, et si vous voulez moi m'en poser aussi, évidemment, vous êtes les bienvenus, quoi. Ils m'ont laissé 3 jours absolument tout seul, mardi, mercredi, jeudi, je suis resté tout seul. Donc en fait, j'étais comme un con à ma table pendant 5 heures. Et je me rappelle avoir travaillé sur l'endroit, tu vois, sur les soignants, à quoi ils ressemblaient, un peu les jeunes, comment ils étaient fringués, ce que je pensais d'eux, tu vois, ce que je pensais d'eux. Parce qu'évidemment, et c'est ça qui m'a donné l'idée de la scène de présentation de tous les dragons, de tous les personnages. En fait, tu ne peux pas imaginer qui ils sont. Tu ne peux qu'avoir des projections, penser, d'une certaine manière un peu être dans le jugement, tu vois. Pourquoi est-ce qu'elle longe les murs, tu vois? C'est un peu ridicule. Marche au centre de la pièce, chérie, tu vois. Et ce jugement que j'ai eu, j'en ai fait une scène, ce pseudo-jugement que j'ai eu, j'en ai fait une scène. Et puis le 4e jour, il y a une jeune fille, c'est Nel, qui est arrivée, qui s'est assise en face de moi et qui m'a dit, vous voulez savoir quoi? Et puis une fois qu'elle est venue, en fait, je pense qu'ils ont causé le soir. Parce que dès le lendemain ou dès le lundi, il y en a plein d'autres ils sont pas tous venus, hein. Il y en a un à qui j'ai pas parlé. Et on peut parler d'eux, hein, mais c'est d'autres formes de souffrance. Il y a une jeune fille, je pense, qui n'est pas prête à approcher un homme. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle j'ai pas parlé à tout le monde, tu vois. Mais quand tu découvres ça, quand tu remontes dans ta voiture, des fois je m'arrêtais, je pleurais en rentrant chez moi. J'étais pas prête du tout, en fait, à être confronté à ça. Et puis j'écrivais que de la merde d'ailleurs dans ma voiture au retour, parce que c'était. C'est les premières émotions qui ressortent. Ouais, c'est des émotions terribles. Et puis après, en fait, c'est marrant parce que j'ai pris des tonnes de notes là-bas, d'interviews que j'ai faites d'eux, de trucs que j'écrivais vraiment pour le roman, etc. Et en fait, il a fallu un temps d'arrêt, un événement très triste, et un temps d'arrêt pour que je puisse enfin écrire le livre en réalité. Tu veux en parler de l'événement très triste ou... C'est toi qui choisis, moi je suis prêt à en parler. Est-ce que tu avais l'impression de devoir quelque chose au moment où tu as commencé à écrire? Où j'ai commencé à écrire, non. Très clairement, j'écrivais un livre sur ce que c'était d'être enfant, sur le choc amoureux. J'espérais mettre sur la table cette question urgentissime de la santé mentale des ados, etc. Mais comme il n'était pas personnifié pour moi, j'étais pas encore allé dans le centre, je devais absolument rien à personne. Une fois que j'ai fait de mon immersion et que je les ai rencontrés, tous, et particulièrement l'une d'entre elles, Nel, évidemment, j'étais presque en mission. C'est-à-dire que Nel, en particulier, avait une capacité assez forte à mettre la pression. Et elle me disait toujours, tu raconteras. Et son obsession, c'était qu'on ne confonde pas l'adolescence et la souffrance. Donc elle me disait toujours, parce qu'on leur dit, hein, t'es adolescent, ça va passer. Et eux, ils souffrent à l'intérieur. Et elle me disait toujours, tu raconteras, peut-être ça fera du bien à des parents, et peut-être que ça fera du bien à des enfants. C'est une phrase que j'ai remise telle quelle dans le livre. Et ouais, oui, une fois que je me suis remis à écrire le livre, après tout ça, il était évident qu'il y avait, je sais pas si c'est une pression, mais une forme de mission, Fanny. Voilà. Et tu pleures. Non. Moi aussi, mais je sais pas. Moi, je suis un homme, alors je peux moins, tu vois. On est conditionné, mais ça va venir, t'inquiète pas. Et c'est comme ça. Et regarde, j'ai tout le corps qui tremble en parlant d'eux, parce que
je crois qu'il faut urgemment que les gens comprennent que l'adolescence et la souffrance, c'est deux choses différentes. Parce que sinon, c'est nier la souffrance. Et nier la souffrance de l'autre, c'est un des actes les plus dégueulasses qu'on soit capable de faire, nous les êtres humains. Et là, c'est ce qui se passe souvent avec eux. Sur l'adolescence, ça va passer. Et la réalité, c'est que c'est la souffrance. Et donc, ma mission après, on peut le dire, hein, Nell, en fait, elle s'est suicidée. Et c'est quelque chose dont tu te remets pas, parce qu'il est hors de question d'habiter dans un monde où des enfants de 15 ans ont envie de mourir. Ça veut dire qu'il y a un problème. On n'a pas envie de mourir à 15 ans. On a une pulsion de vie folle, mais on ne peut pas avoir envie de mourir à 15 ans. Donc, c'est qu'il y a un problème. Mais je trouve peu d'interlocuteurs aujourd'hui avec lesquels parler de ça. C'est-à-dire, si on cherchait, si on essayait d'identifier au moins si l'État belge ou l'État français... Est-ce qu'on peut faire une étude un peu sérieuse sur la santé mentale des ados? Ça n'existe pas. Il y a des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment un état des lieux, un État qui dit maintenant, nous allons étudier cette question parce qu'en fait, ils sont en train de tomber comme des mouches. Et il y a de plus en plus de suicides d'adolescents, etc. Et je suis tout à fait choqué, moi, de ça, parce que il faudrait que tout le monde aille les rencontrer pour voir combien c'est des êtres merveilleux, mais aussi des enfants dans une profonde souffrance. Or, on ne peut pas offrir une société de souffrance qui crée la souffrance à nos enfants. Pourquoi, en étant conscient du monde dans lequel tu les mettais, t'as osé faire des enfants? Ben, j'en avais pas conscience. Ah ouais? Ouais. J'en avais pas trop conscience. C'était pas l'époque qu'on vit aujourd'hui encore. Moi, j'ai eu mes enfants à 25 ans, donc le premier, il est né en 2000. Donc, une jolie confection du millénaire dernier. Et très honnêtement, je n'ai pas réfléchi. On s'aimait et on a fait des enfants. Très honnêtement, moi j'ai appris que j'allais avoir des enfants quand ma femme est revenue avec un test un matin à 6h du matin, elle m'a dit je suis enceinte. C'est première discussion qu'on a eue sur le fait d'être parent, c'était celle-là. Donc, mais j'ai accueilli ça avec plein de bonheur et ça m'a rempli de bonheur d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que j'y ai pas réfléchi. Or, on voit que la génération maintenant, alors là, se pose des questions, et elle a bien raison d'ailleurs, hein, se poser des questions sur la non-évidence en fait d'avoir des enfants. Ma génération, ou mon éducation, ou le milieu d'où je viens, etc., faisait que nous, avec Colette, ma femme, on s'est pas posé cette question, bizarrement. Mais après, on a dégusté, parce que figure-toi qu'ils ont quand même souffert, nos enfants. Et souvent, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, dans quel monde on les a projetés? Aujourd'hui, si tu te posais la question aujourd'hui, tu t'oserais plus? Alors, je sais pas, parce que les miens, je les aime. Ils sont là. En faire tu vois de nouveaux que tu connais pas encore. Non. Non. Après, on peut vraiment discuter longtemps de ce que c'est la vie avec des enfants et la vie sans enfants, ce que ça déplace chez toi, le fait d'avoir des enfants, qui sont des beaux déplacements, notamment que tu sois plus le centre du monde et qu'il y ait d'autres centres dans ton monde, etc. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant en termes de déplacement de l'amour, de l'ego, du truc, du bazar. Et il y a tellement de choses bien à ne pas en avoir. Moi, de toute façon, moi, je juge pas, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur vie. Mais je suis content de connaître cet amour-là, de ce qu'est l'amour d'un parent pour son enfant, de voir de temps en temps l'amour revenir, tu vois, l'amour d'un enfant pour son parent, qui est moins constant, hein, mais qui existe. Et je suis content de connaître cette forme d'amour-là, mais peut-être que c'est très égocentrique, finalement, tu vois, et que pour l'état du monde, personne n'ose évidemment poser la question de la surpopulation et dire il faudrait contrôler les naissances. Tu vois, en termes de pollution, faire un enfant, c'est colossal quand même. Hein. Si tu fais un enfant, hésite vraiment à couper l'eau quand tu te laves les dents, parce que y a une grosse différence de... On est dans le paradoxe. Moi, je coupe l'eau quand je me lave les dents, je fais 3 enfants. Donc, tu vois, quel paradoxe. Mais, ouais. Oui, je pense que c'était cette génération. Je vois mes enfants, ils réfléchissent. Ouais. Pourquoi t'aimes autant raconter des histoires d'amour? Tu connais quelque chose de mieux, toi?
Non, mais on peut se dire tout a déjà été écrit. Ouais. C'est vrai. Et je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une catastrophe. Parce que j'ai un cœur de beurre, je crois. Parce que vraiment, j'ai un cœur de beurre. Ça se la joue grande gueule de la RTBF et c'est un petit cœur de beurre. Mais c'est pas la colère et le cœur de beurre. Je pense que c'est deux choses très différentes. On peut être très en colère et avoir un cœur de beurre. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Bah, c'est peut-être même parce que t'as un cœur de beurre que t'es plus souvent en colère. Peut-être, tu vois. Mais les histoires d'amour, je sais pas, j'adore ça. Enfin, moi, je pense que l'amour sauve pas le monde, mais sauve les gens. Et moi, j'ai eu une rencontre quand même dans ma vie, qui est celle de la maman de mes enfants, de la femme que j'aime encore aujourd'hui, 27 ans après, qui est vraiment... C'est marrant parce que, vraiment... Avant-hier soir, on était à Paris, on était au resto tous les deux, à un feu rouge, parce qu'il y avait vraiment plus que cette place-là sur une terrasse, tu vois. Et on a passé 3 heures à causer, mais c'était juste sublime. Et je me souviens qu'à un moment, on a eu des orages, comme tous les couples, et on revenait un peu, je sais pas pourquoi, on a bu un coup, je crois. On revenait sur ça, etc., etc. Vous faisiez votre top 3 des meilleures disputes. Non, même pas, non, il faudrait top 1000. Et je sais pas, et à un moment, je sais pas, il y a eu une espèce de déclaration d'amour, simultanée, et ça m'a fait pleurer. Et après 30 ans, quoi, tu vois. Et rien ne te fait trembler aussi longtemps que ça, et aussi fort, et... Donc ouais, moi j'aime bien les histoires d'amour, mais pas celles qui se passent bien. Celles qui se passent bien, c'est super de les vivre, tu vois. Celles qui se passent mal, c'est bien de les raconter, tu vois. Mais c'est terrible. On a tous envie que nos histoires d'amour se passent bien, non? À un moment, on est saoulé des histoires d'amour qui font trop mal, quoi. Je pense qu'on arrive à un âge où on se dit, attends, c'est bon là. C'était chouette, on a bien souffert, mais un peu de... La paix amoureuse, c'est un truc assez marrant. Moi, j'aime bien quand la vie part dans tous les sens, etc. Mais je pense que j'adore que la vie part dans tous les sens, parce que j'ai une espèce de socle amoureux. Pas d'assurance, hein, vraiment, hein, on peut ne plus s'aimer demain, j'en ai très conscience, parce que c'est déjà arrivé. Mais tu sais, ces enfants dont on parlait tout à l'heure, là, les psychiatres disent toujours qu'il faut les mettre dans un univers sécurisant. Et le centre, c'est notamment un univers sécurisant, hein, parce que ils sont avec d'autres enfants qui souffrent comme eux. Si une jeune fille se fait mal, il y a une infirmière qui est là tout de suite. Donc il y a quelque chose de sécurisant dans ces endroits. Et le but, c'est quand ils ressortent, c'est d'avoir un univers, l'école, les amis, la famille, le plus sécurisant possible. Et ben peut-être que l'amour, c'est une des parts de l'amour qui est pas la plus sexy. Je l'accorde, mais c'est une forme de sécurité affective. Savoir que t'es aimé quand même. Savoir et que tu aimes par quelqu'un qui te connaît bien. Exactement. Sans tricherie. Ouais. Malgré tous tes défauts, parce que évidemment t'as pas pu les dissimuler pendant 25 ans. Exactement. Et ça a quelque chose de tellement rassurant que c'est pas la version la plus sexy de l'amour, c'est pas celle dont on parle le plus, etc. Mais je sais bien que moi, c'est quelque chose dont j'ai un besoin colossal. Probablement par rapport au tout début de la discussion, de dire comment est-ce qu'on répare ce côté incertain de l'enfance quand on se sent isolé et seul, c'est d'être à deux. Et je crois que les histoires d'amour, c'est ça. D'ailleurs, les dragons, ça ne dit que ça. En fait, je voulais, c'est très laid, mais au début, le personnage masculin, il a 15 ans et son obsession, c'est, ouvrez les guillemets, d'entrer dans une fille. Ce qui est vraiment... C'est nul, c'est moche, c'est mécanique, mais je voulais que son désir soit mécanique, qu'il n'ait pas encore compris. Même pas imaginer ce que ça pouvait être de tomber amoureux. Et quand cette fille apparaît devant lui, jamais plus il ne va utiliser ça. Il a même pas envie de coucher avec elle. Ce qu'il veut, c'est au moins qu'elle le regarde, et il comprend qu'en fait, il comprend son besoin, qui est celui d'être aimé, mais surtout qu'ils vont se sauver mutuellement. C'est que s'il parvient à se faire aimer d'elle, il pourra l'aider, et elle pourra l'aider en retour, etc. Et il y a cette idée du sauvetage commun, comme ça. Et personnellement,
même si l'amour c'est pas que ça et que c'est pas la version la plus sexy, mais moi j'ai l'impression que l'histoire d'amour que j'ai vécue dans ma vie est une... Et y a quelque chose du sauvetage. Il y a même une grande partie du sauvetage. Je pense que si j'ai su aller dans la société, c'est grâce à ma femme. Avant, tu faisais quoi? À côté. À côté. C'est toi qui te mettais à côté ou c'était les autres qui t'y mettaient? Ben, j'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. J'ai aucune idée. Dans tes 3 romans, il y a des thèmes assez récurrents. Là, tu plantes ton clou. Notamment, il y a 2 extraits que j'aurais voulu que tu lises. Mm-hmm. C'est dans quel roman? Là, c'est les 2, c'est dans le dernier. Ok. Mais j'ai l'impression que dans les 3, donc il y a la notion de normalité qui revient tout le temps et la normalité qu'on veut soit à tout prix éviter ou justement qu'on a peur de quitter. Mmh. Ou rejoindre quand on vous a dit que vous l'étiez pas, parce que c'est tellement plus simple d'être dans la norme, d'être normal. Ça crée, c'est 1000 fois plus simple quand t'es normal à l'école, quand t'es dans la norme et que t'as 7,5 sur 10 et que tu te fais pas exclure, ta scolarité elle est plus simple. Quand t'es dans la norme sexuellement, c'est plus simple. Quand t'es dans la norme dans l'entreprise, c'est plus simple. T'auras moins d'emmerdes. Et donc, par exemple, moi en tant que père, qui n'était pas totalement dans la norme, j'étais vraiment très intéressé par le fait que mes enfants le soient, qui est un paradoxe fou, tu vois. Et donc leur dire, l'école a raison. Madame, elle a raison de t'avoir dit ça. Et vraiment, c'est très intelligent de te faire étudier ça pour demain. Et t'avais pas l'impression de te trahir toi-même Mais complètement, mais je le faisais. Parce que je me disais, comme ça, ils auront une vie plus facile. Mais peut-être que plus simple. Les adultes qui te parlaient à toi quand t'étais jeune, ils faisaient la même chose. Peut-être. Mais je crois pas. Je crois qu'ils étaient convaincus, moi. Moi, je mentais. Mais même pas, c'était pas un mensonge. Je me suis convaincu que c'était bien de faire ça. De dire que l'école avait raison. Quand elle était injuste avec eux. Et donc c'était dégueulasse, parce que du coup, c'était vraiment injuste pour eux. Et ça, c'est un truc que je regrette vraiment dans ma manière d'avoir été père. C'est leur des fois pris le côté de l'école ou d'autres choses pour pousser mes enfants quand même à être dans une forme de norme, ce que j'ai raté complètement. Alors là, vraiment, et maintenant, ça me réjouit, tu vois, mais sur le moment, ça m'a beaucoup inquiété. Je me dis, merde, ça va être difficile pour eux. La question de la norme, c'est super, c'est une question centrale aujourd'hui, je trouve, dans la société. Est-ce que c'est ce qu'on appelle de toi vraiment tout le temps dans l'entreprise, par exemple. Ici, on est à la RTBF, une entreprise, il y a 1600 personnes. Vraiment, ils souhaitent que tu sois dans la norme. Ils ne te le disent pas de manière très claire, mais chaque communication t'appelle à ça. Non, oui, et puis tu t'es fait virer pour une raison. Oui, exactement. Mais pas grave, moi je suis content aujourd'hui d'être comme ça, parce que Et c'est ça qui fait que tu fais bien ton métier aussi. J'en sais rien. J'en sais rien. Le fait que je fasse bien mon métier, ça c'est pas à moi de le dire, c'est à eux. Moi je le fais du mieux que je peux. C'est déjà bien. Ouais, mais Goebbels aussi, il faisait les trucs du mieux qu'il pouvait et c'était pas bien. Tu vois, donc le concept du mieux que je peux est pas un concept super. Ça dépend, tu vois, ce que tu veux faire, mais c'est à eux de le dire. Et très honnêtement, je me fous un peu de leur jugement. Voilà. Tout ce qui est hiérarchiquement au-dessus de moi est très peu respectable à mes yeux. Parce que j'ai une théorie sur la hiérarchie, tu la veux? Vas-y. Ne sont dans la hiérarchie que les gens qui sont obsédés d'y être. Tu penses pas qu'il y en a qui se sont retrouvés là par hasard? Pas par hasard, mais t'essayes de faire du mieux que tu peux, et puis tu dis, ah, si j'avais un chouïa de pouvoir en plus pour changer les choses à plus grande échelle, et puis tu te retrouves dépassé par justement ces responsabilités, ce pouvoir, et tu deviens une personne moins bien. Je crois que le germe était là, vraiment. Moi, je constate, je le sais, parce que les gens qui sont patrons ici aujourd'hui, c'est les gens, il y en a qui ont mon âge, ou que j'ai connus quand ils étaient assez jeunes, etc. Et je vois quand même que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement trouvé la place qui les attendait, à laquelle ils allaient être heureux. Si t'es heureux au 12e étage, par exemple,
Moi, je suis animateur, journaliste ici. C'est le 2e étage. En termes de hiérarchie, vraiment, c'est rien. Et pourquoi vouloir aller au 6e où tu auras plus de responsabilités si là où tu es heureux, c'est le 2e? Pourquoi vouloir aller au 7e? Il y a des gens, ils pensent que plus tu es haut dans les étages, plus tu vas être bien. Et je pense que c'est une maladie. Et le fait de vouloir gouverner, le fait de vouloir prendre des décisions pour les autres, etc., moi, je trouve ça d'un louche absolu. Je me méfie tout. Mon père, il m'a jamais donné de conseils, il m'en a donné un. Il m'a dit, fais gaffe aux mecs à qui on vient de donner un képi. Et j'en ai croisé dans ma vie, des mecs qui étaient des petits chefs, et j'ai pas fait gaffe à eux, et je l'ai bien payé. Mais j'aurais dû écouter, d'ailleurs, ce conseil. Et je crois que c'est vrai. C'est très bizarre, le concept de chef. Tiens, hop là. Tu veux que je lise? Ouais, s'il te plaît. Alors, depuis toujours, je voyais mes parents se débattre dans leur petit monde normal. Et leur normalité, je n'en voulais pas. Je les avais vus se cogner, baisser la tête, mettre le genou à terre, et dès le lendemain, recommencer. J'avais vu ce qu'il en coûte d'être un adulte. J'avais observé le réveil à l'aube, les plaintes au retour du travail, leurs baisers prudents, la fatigue, l'usure, l'ennui, le compromis, la soumission. J'avais vu tout cela. Et je m'étais promis de ne jamais être comme eux, de ne jamais emprunter le chemin qu'ils avaient balisé pour moi, parce qu'il ne menait nulle part. Ben voilà. Toi, aujourd'hui, t'en es où dans la normalité? Est-ce que t'as accepté de rentrer un peu dans les rangs de... Ouais, je crois que je joue le jeu de la société. C'est ce que me faisait remarquer Nel. Savoir passer à côté d'un sans-abri et aller raconter tes vacances, comme accepter de travailler dans une entreprise qui a ses défauts, comme accepter de faire partie d'un monde sans aller poser des bombes tous les samedis devant des institutions que tu ne supportes pas. Oui, ça veut dire faire semblant. Ça veut dire accepter, faire des compromis pour exister dans une société qui ne te va pas. Ah oui, j'ai tout à fait conscience de ça. C'est pour ça que j'adore mettre en scène des adolescents dans mes romans. C'est parce que eux, ils font pas de compromis. Et lui, il veut pas de la vie de ses parents. Justement, pour moi, c'est le 2e thème récurrent chez toi, c'est les gens qui sont en colère et qui, via leur colère, rendent la vie des autres compliquée. Et du coup, ouais, ce truc de trouver la frontière entre savoir se révolter, mais savoir aussi prendre la responsabilité de ne pas bousiller les autres autour. Exactement, c'est tout l'équilibre. Si tu veux, une famille, par exemple, ou un groupe d'amis, garder... Si t'aimes bien les choses au long terme, comme un groupe d'amis, comme tes relations avec ta famille, ou tes amours, etc., ben, tu peux pas leur faire payer ce côté en permanence, quoi, tu vois. Sinon, c'est trop égoïste. Accepte-moi comme tu es. Non. Tu vois, ouais, tu vois, c'est comme le mariage, ils disent comment pour la dans la pauvreté, la maladie. Non, pas sûr en fait, tu sais pas. Tu vois. Donc à un moment, et t'as raison, j'avais jamais pensé comme ça. C'est trouver cet équilibre entre rester d'accord avec le gamin qu'on a été, mais être acceptable quand même pour les gens qui vivent autour de nous. Donc, grandir sans grandir, comme ça. Être dans une espèce d'entre-deux, entre garder sa colère adolescente pour pouvoir encore se regarder dans la glace, ou ses idéaux, par exemple. Vivre avec des idéaux. Et ça, c'est important pour moi. Et en même temps, ne pas faire chier tout le monde avec ta colère tous les jours, parce que la vie, c'est pas ça. Hein. Faut aussi un peu de joie, faut des loisirs, faut de la bêtise, il faut pas tout le temps être replié sur soi et ses propres petites obsessions. Ce serait trop triste. C'est trouver peut-être cet équilibre-là, ouais. Tu la trouves où, toi, la joie? Dans la musique. Tu vas encore à plein de concerts tout le temps? Moins maintenant. Mais j'y vais quand même encore, ouais. Mais j'ai de concerts de vieux, quoi, maintenant. Dans la littérature, dans la lecture. Je trouve beaucoup de joie à lire tout seul. J'ai lu pas mal d'interviews où tu disais que pour toi, la littérature, c'était une façon de pas être seul. Ah oui. Mais c'est assez contradictoire parce que c'est un truc hyper solitaire. Ouais, je sais. C'est complètement fou. Je sais que c'est un truc qu'on fait tout seul. Et pourtant, je me sens rarement aussi bien entouré que quand je lis des livres. Là, je viens de lire le livre d'Andrea, de Jean-Baptiste Andrea, Veiller sur elle. J'étais bien avec eux deux, là, avec Viola, avec Mimo. J'étais super bien. Et dans Les Dragons, il y a Georges et Lenny qui sont les héros de Des souris et des hommes. Vraiment, je me rappelle, j'avais 16 ans, c'était mes copains.
Tu vois, véritablement, c'était mes copains. Et je me sentais moins seul. Et surtout, on voyageait pas. Tu vois, c'est quand même super de pouvoir aller aux États-Unis, rien que parce que tu ouvres un livre, et puis d'aller au Japon, et puis d'aller en Amérique du Sud. Moi, j'ai voyagé à 30 ans, tu vois, et c'était super de pouvoir découvrir des pays et de pouvoir découvrir des gens qui vivaient pas comme nous, etc. Oh, quelle richesse quand même. Moi, je rigole pas trop quand je dis que j'ai des copains dans les livres. Vraiment, je suis plutôt assez... C'est comme E.T. E.T., moi, c'est mon personnage de fiction préféré. Et vraiment, j'ai vu E.T. 150 fois et j'ai pleuré 350 fois, tu vois. Et vraiment, E.T., je dois bien avouer qu'il y a un endroit où il fait partie de ma vie. Si tu me dis, nomme tes 5 meilleurs copains, il y aura peut-être E.T. dedans. Et donc, on embrasse tous tes copains de la vraie vie qui passent après E.T. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Mais c'est comme ça, ils étaient pas là au bon moment. C'est parce que lui, il est arrivé au bon moment aussi. C'est pas que ça, mais c'est pas un terme d'importance, mais c'est vraiment quelqu'un qui existe. Pour moi, il y a des personnages de fiction qui vraiment existent dans ma vie. Je me dis, qu'est-ce qu'il penserait à ce moment-là? De rentrer chez lui, parce que c'était une petite obsession. Mais s'il pouvait penser à autre chose. T'as fait une plus grosse crise de la quarantaine que de crise d'adolescence? Oui. Non, les deux étaient belles, mais... La quarantaine, j'ai bien mis le paquet quand même. Identique, je crois. C'est parce que j'ai plus de souvenirs de la récente, tu vois. Mais ouais, après, c'est des excuses. Hein. C'est plutôt des crises perpétuelles. Mais quand les dizaines sont là, t'as une petite excuse sociale pour l'exprimer un peu plus, je crois. Je crois que c'est ça. Mais c'est dur de n'avoir qu'une vie. C'est chiant quand t'as tellement d'envie, tellement de besoins, tellement de livres à lire, tellement de gens à aimer, tellement de pays à visiter, tellement de boulot que j'aurais aimé faire. J'aimerais bien lire mon 200e livre, tu vois, pour voir si enfin j'y suis arrivé là, tu vois. Mais tu peux pas, en fait. Ça n'arrivera pas, le temps est trop compté. Et cette idée même qu'on ne pourra pas tout faire, pas tout voir, quand on est insatiable, je trouve qu'elle est insupportable, quoi. Et les crises, je pense que c'est ça. C'est des crises de tristesse. De se dire, merde, j'aurais pas tout vu. Tu penses à ça souvent? La mort? Ouais. Vraiment? Ouais. 15 fois par jour, je pense. Ah ouais? Ouais. En plus, t'y penses depuis que t'es petit, je pense. Ouais. Depuis que j'ai 17 ans. Je me souviens du matin. Et t'aimerais en avoir moins conscience ou t'es content que la vie ait autant de valeur parce que tu penses aussi souvent à la mort? Oh non, j'aimerais en avoir moins conscience, franchement. Non, j'aimerais en avoir... C'est chiant. C'est chiant d'être obsédé par le fait de mourir trop jeune. Moi, mon père est mort jeune. Mon père, il est mort à 59 ans. Ce qui est pas très jeune, mais ce qui est vraiment pas très vieux non plus. Et moi, j'avais 30 ans à peu près. Et... là, si je vis comme mon père, je vais encore vivre 10 ans, par exemple. 10 ans et demi. C'est peu. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'abyssal, comme ça, de terrifiant. Moi, je suis pas croyant, donc en plus, j'ai comme une conscience assez aiguë que la fin, c'est la fin. Et comme je suis insatiable, tu vois, j'ai pas visité le 100e des pays qu'il y a dans le monde. J'ai encore des gens formidables à rencontrer. Je veux voir vivre mes enfants, je veux avoir des petits-enfants, je veux écrire des livres, tu vois, vivre, me réveiller, les matins. Moi, j'adore le matin. Et je veux vivre plein de matins, en fait. Je veux bien pas vivre les soirs, mais les matins, tu vois, je veux vivre le matin. Parce que c'est la promesse de la suite? Je sais pas ce que c'est, j'adore le matin, j'adore me réveiller. Mais j'adore me réveiller parce qu'en fait, t'es en vie. Et j'ai... oui, obsédé par la question de la mort, obsédé. Mais ma mère, elle est italienne, elle a eu l'excellente idée de ramener mes grands-pères mourir chez moi quand j'étais petit. Ils étaient malades tous les... pas en même temps, hein, mais 2 fois dans mon enfance, c'est arrivé, où elle reprenait mes grands-pères chez moi pour qu'ils y meurent paisiblement. Et je trouve ça formidable comme geste, c'est vraiment formidable. C'est un geste d'amour pur, son père et son beau-père, en tout cas, le père de mon père. Mais ça m'a complètement traumatisé. Parce qu'en plus, on savait pas très bien parler, donc en gros, ils disparaissaient la nuit, quoi, si tu veux. Ils étaient là la veille, mourant dans une pièce de la maison, et le lendemain, tout avait été rangé pour protéger les enfants, tu vois. Et
Et donc la mort est très, chez moi, elle est très synonyme d'une absence forte, tu vois. Genre tu es, et puis il n'y a plus rien. Et on a remis le bureau et on a enlevé le lit d'hôpital, tu vois. Et ça, c'est un traumatisme duquel je parle encore avec ma mère aujourd'hui d'ailleurs, 30 ans plus tard. Et 40 ans plus tard. Et je pense que ça vient de là. Voilà. Maintenant, est-ce que j'aimerais que ce soit différent? Bah ouais, c'est chiant. Mais la mort, c'est chiant, hein, de manière générale, vraiment. Bah, ça pète l'ambiance, quoi. Non, c'est pas le truc le plus chouette qu'on ait inventé. Alors, la mort donne du sens à la vie. Non, je pense pas, moi. Vraiment. Je pense pas que l'urgence de vivre crée une meilleure vie. Vraiment. Je trouve qu'on devrait tous mourir au même âge. Comme ça, il n'y aurait pas d'injustice. Tu vois? Et si c'était 50, c'est 50, tu vois? Mais pas avoir ce sentiment d'injustice dégueulasse du pourquoi moi. Mais tu penses pas qu'on pèterait des câbles à la fin? Si tu sais que ça se rapproche. Si l'humanité, non, on se préparerait. T'imagines si tout le monde, depuis toujours, mourait à 50 ans? À 49 ans, ça baiserait de ouf. Mais il y aurait des trucs de fou, tu vois, parce que l'humanité serait préparée à ça. Il y aurait des étapes dans la vie, jusque cette retraite entre 49 et 50 ans, tu vois, j'en sais rien ce qu'on en ferait. On pourrait effectivement peut-être se dire, mais baisons comme des fous maintenant, ou d'autres choses, tu vois. Ou enfin lire Dostoïevski, j'en sais rien. Mais je pense pas qu'on aurait choisi ça, honnêtement. Mais tu vois, et comme ça, il n'y a pas le sentiment d'injustice. Parce que c'est un des trucs les plus terribles dans la mort, c'est de mourir avant les autres. Mais c'est terrible aussi, c'est de mourir après les autres parce que t'es malheureux parce qu'ils sont morts. Et donc, tout est injuste et tout est dégueulasse, en fait, avec le fait d'aller flirter avec elle. Et ce que j'ai découvert avec les dragons, tu vois, ces enfants que j'ai été rencontrer dans le centre, c'est que certains d'entre eux, pas tous, ils ont une relation à la mort qui est très, 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 très différente, évidemment. Il y en a qui aiment s'assurer qu'elle peut être pas loin, qui peuvent sortir de la pièce. Et moi qui ai très peur de mourir, c'est quelque chose sur lequel on ne pouvait pas se rencontrer. Tu vois. Et donc j'ai eu des très très longues discussions avec eux, et notamment avec elle, et sur cette question-là. Et un jour, je me souviens, elle m'a dit mais tu sais, Jérôme, t'es vraiment très bizarre, parce que la vraie question n'est pas pourquoi moi je veux mourir, mais pourquoi toi tu veux vivre. Et c'est une vraie belle question. Je trouve que c'est une question formidable. Tu vois, pourquoi tu veux vivre? Si tu me posais cette question maintenant, ce serait très difficile de répondre. Pourquoi tu es obsédé par le fait de vivre? Tu vois? Alors que c'est plus compliqué, tu vois, que de s'en aller. D'une certaine manière, où tout est fini, tout est fini. Tu vois, pourquoi on est à ce point obsédé de vivre, alors que si tu me disais c'est chouette la vie, je te dirais non, c'est chiant. Et pourtant, tu vois, on est obsédé par le fait de vivre. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. C'est assez curieux que, genre, pour quelqu'un qui a eu du mal un peu à trouver sa place, à se sentir dans la norme et tout, que tu sois autant tourné vers les autres. Je suis pas mal tourné vers moi aussi, tu sais. Ouais, mais là, tantôt, tu dis, il y a encore tellement de gens à aimer. Ah ouais. Et moi, c'est pas un truc que je mettrais dans mon top 5 des trucs à faire, non. Tu vois. Ah, moi, ouais. Mais cœur de beurre, tu vois, romantique, bazar et tout ça. Donc, et à aimer, je disais pas que physiquement d'ailleurs, hein, tu vois, à aimer, des amis à découvrir, des gens à rencontrer, des petits-enfants qui vont peut-être naître, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Mais ça, on revient au dragon. L'important, c'est les autres. Moi, j'ai 48 ans, j'ai aucune certitude dans la vie, sinon que j'ai très peur de mourir jeune, tu vois, mais... Enfin, jeune. On s'entend bien. Trop tard, hein. J'ai vu un truc passer dans tes yeux, qui était pas agréable. Et... mais tu vois, enfin, tu vois bien ce que je veux dire. Et la seule certitude que j'ai, c'est que la vie, c'est avec les autres. Notamment dans le fait, et c'est pas se réparer, parce que la question de la réparation de nos blessures, de nos traumas, etc., est une question importante, mais c'est juste pour vivre, pour être bien dans le monde. Je pense qu'on ne peut être bien dans le monde qu'avec les autres. Mais t'as pas l'impression qu'il faut déjà aller un peu mieux pour tolérer les autres et genre que la colère soit un peu apaisée pour pouvoir... Genre c'est plus facile d'être gentil quand t'es pas en colère, quoi. Ouais.
Moi, je pense qu'il faut apprendre à tolérer les autres pour aller mieux. C'est exactement dans le sens contraire du tien. C'est pas attendre d'aller mieux pour aller tolérer les autres, mais d'apprendre, de s'obliger à tolérer les autres, d'apprendre à tolérer les autres pour aller mieux. Je suis convaincu que ça. Vraiment, quand je vois des gens faire du yoga en me disant « Tu penses vraiment que tu vas aller mieux après ça ?» Ça me fait sourire. Et quand je vois deux copines ou deux copains s'émouvoir autour d'une bière dans un bar, et je me dis « Eux, ils sont en train de se réparer. » Et parce que ça peut se faire que comme ça. Que avec les autres et dehors. Et je pense que dans le livre, je dis, la vie, ça se pratique avec les autres en extérieur. Et je suis convaincu de ça, moi. Alors, il y a un romantisme aussi, un peu noir, un peu goth, comme ça, à se dire, oui, moi, je vis tout seul et mais ça, c'est des conneries. Je ne rentre pas en contact avec les autres pour ma vie intérieure. C'est pas vrai. Ça fait des vies malheureuses, quoi. Je pense que vraiment, si on veut tendre avec quelque chose qui est de l'ordre, au minimum, de l'agréable, ça pourra se faire que avec les autres, parce que c'est dans l'échange que les choses se passent, quoi. Et ça, tu l'as compris tôt ? Histoire d'amour. Tout part de là, chez moi. C'est fou d'aimer quelqu'un si longtemps. Ouais. Moi, j'arrive pas à projeter ça. Mais c'est pas une obligation non plus. Non, mais j'arrive pas à imaginer que déjà pouvoir connaître quelqu'un si longtemps, genre 27 ans, moi, c'est toute ma vie. Et du coup, à part mes parents, il y a personne que j'ai connu 27 ans. Tu vois, il y a personne que j'ai aimé 27 ans et que j'ai choisi. Parce que mes parents, ils sont super, mais je les ai pas choisis. Alors, choisir quelqu'un et l'aimer longtemps, ça paraît bien farfelu. Hein. Peut-être que ça l'est. Après, tu choisis pas. Ça, c'est la première chose. 2, on s'aime pas tout le temps pendant 27 ans. Il y a quand même des gros orages et des gros hauts et des gros bas et des moments, pas de détestation, mais où on s'aime moins. Moi, j'ai le fantasme de ça. Je sais pas pourquoi. J'ai le fantasme vraiment de vieillir avec la même personne. Je sais pas du tout d'où ça me vient, mais je l'ai. Alors, j'ai pas traversé tout pour le fantasme final, tu vois. 40 ans de malheur pour me dire, hey, j'ai réussi. Non, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a de la chance. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas non plus une raison pour laquelle on est heureux ou malheureux. Enfin, c'est pas on n'est pas obligé d'être dans des couples qui durent 30 ans pour être heureux. On peut, enfin, tu vois, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais là, en l'occurrence, dans ma vie, c'est ça. Mais on s'étonne aussi. On a pratiquement vécu plus de temps ensemble que pas. Là, maintenant. C'est choquant, tu vois. C'est en fait donner tellement de pouvoir à l'autre. Pouvoir ? Dans le sens où ton bonheur, il tient à une personne, entre guillemets, tu vois. Ah non. Non, si elle part, je serais très triste. Hein. Mais non. On n'est pas qu'une personne, hein, on est 2 personnes dans cette histoire. Et on a nos vies aussi à côté. On travaille pas ensemble, on a des amis qu'on partage, on a des amis qu'on partage moins. On part en vacances de l'autre côté, enfin tu vois, on n'est pas on n'est pas qu'une personne, donc c'est pas mettre tout le pouvoir c'est quand même beaucoup de pouvoir, mais pas tout. Et puis je te dis à un moment, des fois on s'aime plus, on s'aime moins, et puis des fois ça revient. Et comment on fait pour pas s'aimer par habitude ? Bon, on n'y arrive pas. Des fois on s'aime par habitude. Des fois, on s'aime par habitude, et puis il faut un petit accident, il faut une alarme qui se met en marche, de l'ennui trop grand, pour se dire, il faudrait qu'on travaille un peu. On doit réagir là maintenant, parce que on met trop souvent nos pantoufles. Et l'amour, pour toi, ça se travaille ? Ah ouais. Ah, mais ça, c'est évident. Ça, j'en suis sûr. Enfin, en tout cas, l'histoire que moi, je connais, la mienne, oui. Alors, c'est pas du travail... C'est pas du 8-17. Enfin, si. Non, c'est pas du 8-17, exactement. Mais oui, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, sur lequel il faut parler, qui doit évoluer, et sur lequel il faut réagir quand ça ne va pas. Ouais, ça demande des efforts, et ça demande une forme de travail, des fois. Je trouve que oui. Je trouve qu'il n'y a pas de honte, d'ailleurs. Parce que tout n'est pas naturel. Enfin, je pense que naturellement, on n'est pas des animaux capables de s'aimer pendant un demi-siècle.
Woody Allen, il a une super phrase, il a dit « Ne jamais oublier que le mariage a été inventé à une époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. » Et ça veut dire ça. Est-ce qu'on est vraiment fait pour s'aimer 50, 60 ans? Je pense pas. Mais toujours est-il que ça arrive. Mais ça n'arrive pas sans rien. Je pense, soit ça arrive par la soumission d'un des deux. Non, on n'est pas d'accord. Tu vois, soit par un peu de travail, de dialogue. Apprendre à dire à l'autre ce qui nous plaît pas, pourquoi là ça va bloquer, ça va être très difficile, être capable de l'entendre quand l'autre se fait chier avec toi, sans t'énerver, tu vois, et sans dire oui, qu'est-ce que j'ai encore fait, tu vois. Mais ça, c'est avec le temps que ça vient, et après on merde toujours, et là ça va remerder, mais tu le sais. Pourquoi ton personnage principal dans Les Dragons, il a ton nom, et la fille qu'il aime, elle porte le nom de ta femme? Parce que soudainement, cette histoire, l'histoire d'amour, je voulais vraiment raconter le choc amoureux que j'ai eu pour elle. Et c'était le tout début de l'idée du livre, tu vois. Et j'avais pas du tout donné nos prénoms à ces personnages-là au début du travail. Et puis j'ai fait l'immersion dans le centre des ados. J'ai vu leurs souffrances, j'ai voulu les raconter, j'ai rencontré Nell, j'ai voulu la raconter. Et j'ai surtout pris conscience de ce qu'était la souffrance des jeunes, la maladie mentale, comme on le dit. Hein. Et il y a une chose vraiment que je voulais dire par-dessus toutes les autres, c'est qu'il n'y avait pas de honte à être malade. Au contraire, qu'il fallait savoir le dire. C'est pour ça que dans le livre, j'écris « Si t'as mal, dis que t'as mal. Si t'es triste, dis que t'es triste. » C'est très con, j'assume, mais c'est important. C'est de savoir dire les choses. Et parce que c'est la honte qui nous empêche de dire les choses. Et le fait de donner mon prénom au personnage, c'était une manière de dire, vous pouvez vraiment allègrement croire que je vous raconte toute ma vie à moi Jérôme, peu importe, parce que si c'était le cas, je n'en aurais aucune honte. Et la raison pour laquelle j'ai donné mon prénom au personnage, c'est celle-là. C'est parce que les gens peuvent plaquer ce qu'ils veulent sur moi, il n'y a pas de honte à la maladie, et je voulais poser un petit acte comme ça. On te demande souvent si c'est vrai cette histoire? Tout le temps. Pourquoi les gens ils sont obsédés par la vérité Je sais pas. C'est pratiquement dans chaque rencontre, on me pose la question, est-ce que c'est votre enfance? Est-ce que vous avez été en psychiatrie quand vous étiez ado, etc., etc. Parce que les gens, ils aiment bien projeter une voix, un visage, peut-être dans leur lecture. Je ne sais pas pourquoi les gens se posent sur... Dans le champ de bataille, il y avait une scène de sexe très gentille, où la femme demandait à son mari de la fesser. Vraiment, on est dans... Tu vois, on n'est pas dans... C'est basique, quoi. Enfin, tu vois, la sexualité adulte... Et vraiment, je pense que la question qu'on a le plus posée à ma femme dans notre entourage, c'était ça. Alors, t'aimes bien te faire fesser? What the fuck? Ouais, les gens, ils veulent savoir si ce que tu racontes, c'est vrai. Alors, évidemment, elle en rajoutait 1000 et ça l'a beaucoup fait rire, tu vois. Mais c'est hallucinant, cette obsession des gens à vouloir savoir ce qui dans les livres est vrai et ce qui est faux. C'est très bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Ouais, tout le monde projette. Et je le sais. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné... mon prénom au gamin, pour dire il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Et vraiment, c'est un truc à dire aux enfants, tu vois, c'est que c'est très très important de savoir appeler à l'aide quand tu as besoin d'aide. Et aujourd'hui, il y a plein de choses dans cette société, de la performance, où tout le monde doit être bien, hein, tu vois, le bien-être quand même, ça remplit pas que les librairies, hein, ça pollue le monde entier, cette espèce d'obligation d'être bien, que plus ce monde nous oblige à être bien, plus ça va être difficile pour les gamins de dire qu'ils vont mal. Et c'est pour ça que je suis pratiquement pour enlever du monde de l'édition l'intégralité des livres de bien-être. Je les remplacerai par des livres de mal-être. Parce que si le mal-être était la norme, ce serait tellement facile pour tout le monde de dire qu'on va mal, tu vois. Mais là, cette société qui nous oblige à aller bien, ça fait que vraiment, hein, à l'heure où on parle là tout de suite, dans sa chambre, il y a une jeune fille qui va pas bien et qu'ose pas le dire. Où il y a un jeune garçon qui va pas bien et qu'ose pas le dire parce que toute la société lui dit d'aller bien. Instagram lui dit d'aller bien, TikTok lui dit d'aller bien, quand elle rentre dans une librairie on lui dit d'aller bien, quand elle allume la télé on lui dit d'aller bien. C'est-à-dire que tout veut qu'on aille bien. Mais t'as pas l'impression que les livres, justement, ça nous permet de voir qu'il y a un espoir, qu'il y a des pistes? Les livres de bien-être? Ouais. Moi je les prends plutôt comme l'ordre d'une société.
c'est un phénomène éditorial, hein, le bien-être. Sans le bien-être, le monde de l'édition aujourd'hui est mort. Hein. C'est vraiment une part vraiment très importante des ventes. C'est quand même étonnant que dans une société qui va mal, tu vois, après le 11 septembre, après les attentats, après le Covid, après le retour du religieux, après tellement de choses, tu vois. Quand même, le mot d'ordre de cette société, c'est vous êtes bien, vous devez aller bien, et donc on vous donne des manuels pour aller bien. Je trouve ça tellement bizarre. Mais moi, je vois pas ça comme un vous allez bien. Je vois ça comme vous allez mal, donc voici des solutions. Ouais, mais pourquoi la solution, ce serait pas les autres? C'est jamais les autres dans les livres. C'est vrai. C'est toujours autre chose. C'est pas les autres. Il faudrait un livre qui dit allez bien, allez voir les autres. Tu vois? Ce serait court. On s'en fout. Il serait peut-être bien vendu, tu vois, s'il dit la vérité. Et moi, je suis vraiment persuadé de ça. Hein. Enfin, toi, tu fais de la scène. Enfin, tu sais très bien ce que c'est. Moi, je sais pas ce que c'est. Mais je vous vois quand vous êtes sur scène, tes collègues et toi. Cette dose d'écoute, dans un premier temps. D'amour. On peut appeler ça de l'amour, tu vois. De remerciement via les applaudissements, etc., etc. C'est quand même quelque chose de beau chez les êtres humains. Moi, souvent, ce que je préfère d'un spectacle, c'est la fin. C'est quand les gens font qui se lèvent et qu'ils applaudissent. Je trouve ce moment magique. Vraiment, de communauté comme ça, où 20 personnes, ou 30 personnes, ou 100 personnes, ou 2000, qui ont pris le métro, qui ont payé, etc., se lèvent pour remercier quelqu'un qui a fait qu'il y a une communauté dans la salle le soir même, comme ça. Mais moi, je te jure, ça me fend le cœur. Je trouve ça vraiment... C'est vraiment un moment où je suis content de faire partie du groupe, d'être un être humain comme ça, tu vois, avec les autres. Je trouve que c'est ce qu'on fait de plus beau, quoi. Et comme par hasard, c'est un truc qu'on fait ensemble. Enfin, j'aime bien la masturbation par ailleurs, tu vois, mais c'est pas ce qu'on fait de mieux. Je trouve qu'applaudir ensemble quelqu'un, c'est plus joli. Le stand-up encore. Ou la masturbation? Ça dépend quel stand-up. Okay. C'est pour ça que tu as fait de la radio, des interviews et tout, c'est pour justement aller vers les autres? Ah bah, c'est marrant parce que c'est en écrivant Les Dragons que j'ai travaillé sur cette question, seulement, de mon métier. Et dans Les Dragons, c'est un jeune gamin à qui on dit l'avenir, ça va être catastrophique, mon petit gars, tu vois. Tu vas jamais t'en sortir. Et on sait dans le livre qu'en fait, il s'en sort comme il s'en sort, mais il fait un peu mon métier. Il fait de la radio, etc. Et il se demande quand même si c'est un hasard ou si c'est pas un hasard. Et je t'avoue que je m'étais jamais posé la question jusqu'à il y a 1 ou 2 ans. Et c'est vraiment en écrivant que je me suis posé la question. Et c'est quand même très bizarre que quelqu'un qui est obsédé par le fait d'avoir été un peu seul avec du monde autour quand il était gamin fasse de la radio et parle à des dizaines de milliers de personnes tous les jours ou écrive des livres dont il espère qu'ils vont être lus par plein de gens. Si ça, c'est pas une manière désespérée de se lier aux autres, tu vois, et comme quoi il y a quand même une logique dans tout ça. Et je viens de le réaliser là, il y a 1 an. C'est marrant parce que j'avais écrit un truc et Adeline Dieudonné m'a aidé un petit peu à la fin du livre à enlever vraiment ce qui était superflu. Et j'avais écrit la phrase si je suis là chaque jour, c'est pour me lier à vous. Et elle m'a dit mais ça c'est tellement con cette phrase. Et elle me l'a fait enlever. Et elle a eu raison parce qu'elle est tellement nulle cette ça phrase. Ça fait un peu Frédéric François qui parle à son public. Quoi. Exactement. Je t'aime à l'italienne. Mais tu vois comme quoi c'est vraiment un petit cœur de beurre quoi. C'est que je suis capable d'aller là et de le montrer à Adeline. Et vraiment une chance qu'elle est là. Mais je le pense vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas l'écrire, c'est trop con. mais vraiment, il y a un truc de moi qui le pense. Et donc oui, vraiment, je crois que mon métier n'est pas un hasard du tout. Et c'est pas, je continue d'aimer le faire en plus. Donc c'est que c'est bien. Il y a un truc un peu à sa place comme ça. T'as appris quoi en faisant des centaines d'interviews, des milliers? Ben j'étais à l'école. C'est vraiment, j'ai été à l'école. Tout ce que j'avais besoin d'apprendre et que j'apprends toujours encore maintenant, c'est pas fini, mais sur la vie, je l'ai appris là. Je dis toujours mon métier et les livres m'ont appris tout ce que l'école avait oublié de m'apprendre. Et
qu'on souffre tous. Ça, c'est sûr. Et qu'on n'est pas tout seul à souffrir. Qu'on est tous les mêmes. Quel que soit vraiment. Mais alors là, derrière toutes les barrières qu'on essaye de nous mettre aujourd'hui, qui me font doucement rigoler, tu vois. Vraiment, one love, quoi, tu vois, qu'on est vraiment tous les mêmes, quoi. On souffre exactement pour les mêmes choses. Genre 4 insécurités différentes qui créent des milliers de comportements. Exactement. Ouais. Mais vraiment que la racine est toujours la même. Qu'on est tous désespérés d'être aimés. Enfin, tu vois, qu'on est tous semblables, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Et qu'on a tous besoin de parler. Ça, je le remarque quand même. Même quand quelqu'un vient faire sa promo, que vraiment tu sens qu'il a envie de mettre des gens dans une salle de cinoche, mais que ça le fait chier d'être là, si à un moment tu te tais un petit peu, il va parler d'autres choses, tu vois. Et qu'on a tous quand même besoin de quelqu'un qui parlait. C'est Steinbeck, il le dit, et je le reprends dans Les Dragons, tu vois. On a tous besoin de quelqu'un à qui parler, voilà tout. T'as aussi inventé des phrases de lui. Ouais, j'ai inventé une phrase de lui. C'est ouf. C'est dingue, mais j'ai pas fait exprès, hein, je te jure. Maintenant, on est sûr que oui, parce qu'on a retrouvé dans mes notes et je sais à quel moment je me suis trompé et tout ça. Mais ouais, j'ai inventé une phrase de ce mec que je mets dans sa bouche au début du truc et puis le livre. Et en fait, j'ai pas voulu la retirer. J'aurais pu la retirer, tu vois, mais j'ai pas voulu parce que c'était la perception du lecteur, donc du gamin. Il croit que c'est dans le livre. Et puis en fait, c'est ce que lui a déduit du livre. C'est génial, j'aime beaucoup cette idée. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est une phrase qui dit « La force est d'aimer le faible ». Qui est une phrase qui m'obsédait depuis le début de l'écriture. Et je disais à Colette, à ma femme, dans le livre, il dit ça, c'est formidable. Et je commence à écrire, et Steinbeck écrit « La force d'aimer le faible », etc. Et vraiment, ça me parlait, quoi. Tu m'étonnes, ça me parlait. C'est parce que c'était ma déduction de Des souris et des hommes. Et on a vérifié, on a relu 10 fois Des souris et des hommes en anglais, en français. On a tapé cette phrase sur Internet, mais vraiment, non. Tu vois, ça vient de là. Et c'est assez fou parce que je lui avais attribué... Comme quoi les lectures, quand même, c'est fou. Ça fait naître des choses en toi qui sont solides. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, cette phrase, la force d'aimer le faible, elle est hyper importante pour moi. Parce que on parlait de la société dans laquelle on fait vivre nos enfants, qui est quand même une société qui glorifie un petit peu la réussite. Hein, tu vois, aujourd'hui, on a des footballeurs richissimes qui signent des contrats pour aller en Arabie Saoudite pour avoir encore plus d'argent, alors que les mecs, vraiment, sur 45 générations, ils sont assurés, et c'est des modèles de société. Moi, je le déteste pas, je m'en fous, mais je trouve pas que c'est un chouette modèle de société. Aujourd'hui, quand je passe devant chez Louis Vuitton, le samedi matin, et que je vois qu'il y a une barrière Nadar, là, et qu'il y a des gamins qui ont bossé 1 mois dans un bar pour s'acheter une casquette, vraiment, je suis un peu triste. Parce que c'est chouette, hein, la consommation. J'aime bien aussi acheter des trucs. Hein. J'ai une grosse récompense, mais je sais bien qu'elle est très limitée dans le temps, quoi. Et que c'est un truc de junkie que demain je vais devoir recommencer, etc. Et que ça manque d'idéal. Et les enfants que j'ai rencontrés dans le centre, ils m'ont beaucoup parlé de ça. Du manque d'idéal qu'on leur proposait. Ils m'ont dit, mais pourquoi on doit devenir adulte? Qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'adulte? Faire des enfants, t'en parlais tantôt? Pas sûr. Avant, c'était un peu évident. Travailler à l'usine comme papa, bah non, on n'est plus dans cette société-là. Tu vois, il y a plus d'automatisme. Et je trouve que la force, c'est d'aimer le faible. Je sais pas, il y a un truc qui m'émeut dans cette phrase, parce que la force aujourd'hui, c'est d'avoir une voiture allemande, d'avoir des belles fringues, d'être PDG, d'avoir des gens qui travaillent pour toi, mes employés ceci, mes employés cela. Je trouve que les gens, voilà, c'est ça la force aujourd'hui dans notre société. Et si juste être fort, c'était d'aimer ceux qui sont un peu plus faibles que nous, je trouve que ce serait un beau projet de société à proposer aux gamins. Et si j'étais prof aujourd'hui, peut-être que j'essayerais d'apprendre à mes élèves à aimer ceux qui ont moins de chance qu'eux. Alors ça fait un peu catho, je suis pas catho donc je peux le dire, mais le monde ne va pouvoir fonctionner que comme ça. C'est-à-dire que si on n'apprend pas... Enfin moi, je donne pas de conseils à mes enfants parce que franchement, ils ont pas de conseils à recevoir de moi. Je leur ai juste dit un truc. Dans tout conflit que vous allez voir, s'il vous plaît, prenez position pour le plus faible des deux. Ne réfléchissez pas. Après, vous réfléchirez. Mais s'il y a une urgence, vous prenez toujours position pour le plus faible. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la rue. Et ça, je suis obsédé par cette idée-là. Par le fait que, sans réfléchir, de manière instinctive, nous devons toujours défendre celui qui est le plus faible. Et après, si on s'est trompé, on réfléchira.
mais je trouve que c'est le meilleur moyen d'aller vers quelque chose qui est un peu plus acceptable que ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, la glorification du riche et du patron, ça me fait chier, mais alors si tu savais. Alors que j'aime bien l'argent, j'ai pas de problème avec ça. Mais la glorification de ça m'emmerde. Parce que vraiment, tout le monde n'y aura pas droit. Il y a une phrase que tu as dite, je sais plus dans quelle interview, c'est l'avenir, c'est un truc qui arrive tout le temps. C'est dans le livre. C'est dans le livre? Ouais, okay. C'est dans les dragons. Et j'adore cette phrase. Ouais. Il y a un truc, c'est tout con et tellement optimiste et tellement... je sais pas, j'aime bien, j'y pense souvent là depuis que... C'est une phrase que j'ai dite à... C'est une phrase que j'ai dite à Nel un jour où ça allait moins bien. Et on parlait du fait, cœur de beurre, de ce qui t'arrive dans la vie quand tu attends un peu. Évidemment, les choses n'arrivent jamais quand on veut qu'elles arrivent, tu vois. Mais si t'attends un peu, très bizarrement, il y a toujours des gens qui se mettent dans ton chemin et qui sont quand même des gens bien. Tu vois, que tu vas aimer, qui vont t'aimer. Et je lui parlais de ça, du fait d'être aimé. Et pour quelqu'un qui ne se trouvait pas aimable, c'était compliqué comme explication à donner. Et je lui parlais de la temporisation dans la vie, de la patience, et du fait que effectivement l'avenir, c'était quelque chose qui arrivait tout le temps. À chaque seconde, il y a l'avenir qui arrive, quoi. Et à chaque seconde, ça peut changer. Alors peut-être pas que ça va être cet après-midi, peut-être pas que ça va être demain, mais en fait, ça va être bientôt. Et je me rappelle lui dire, on était dans un bar, et je me rappelle lui dire cette phrase. Mais Nel, l'avenir, ça arrive tout le temps. Et je l'ai remise dans le livre parce que ça me fait penser à elle. Voilà. Tu crois qu'elle en aurait pensé quoi? Je me pose la question à peu près 200 fois par jour. Alors, je le sais parce qu'elle m'a demandé de faire ça. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout anticipé son départ. C'est une jeune fille avec laquelle je parlais beaucoup. Et même quand elle est sortie, j'ai continué à la voir pour lui parler, avec l'accord de sa maman, tu vois, du psychiatre, etc. Hein, et elle qui en avait envie et peut-être besoin. C'est là que je te parlais aussi du fait que il y avait une forme d'instrumentalisation peut-être. Et elle me racontait pour que je raconte. Et pour tout te dire, hein, elle était un peu plus vieille que ma fille et moi je m'étais dit, cette jeune fille, je vais la sauver, je vais la projeter dans l'avenir. Et je lui avais dit, mais tu sais, on peut écrire peut-être un peu ensemble, mais surtout quand le livre sortira, si tu as tellement besoin de dire ce que tu as à dire, viens avec moi. On en parlera tous les deux. On fera la promo du livre et moi je parlerai du roman parce que c'est un vrai roman, hein. Mais on pourra parler du sujet, et si tu as vraiment envie d'en parler, tu en parleras. Et je voulais la projeter dans l'avenir avec ça. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et ce qu'elle en aurait pensé, je me le demande tous les jours, j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec elle. Le fait que ça allait être ça, elle le savait, elle le désirait, c'est pour ça qu'elle m'a parlé. Après, toutes les phrases ne sont pas d'elle. Hein. Il y a un travail aussi, il y a un travail d'écriture dans le livre, qui est pur d'ailleurs, hein, qui est beaucoup plus grand que ce qu'elle n'a pu me dire, si tu veux. Mais tout est habité par elle. Absolument tout est habité par elle. Et j'aimerais bien avoir la réponse, Fanny, très franchement. Et je ne sais pas si ça peut me rassurer ou pas. Je pense qu'elle serait contente de savoir qu'on en parle. Parce qu'elle était obsédée par le fait qu'on parle de ça. Qu'on mette sur la table ce sujet. Et particulièrement ce sujet de ce n'est pas l'adolescence, c'est de la souffrance. Pour elle, c'était important. Bon, malheureusement, j'ai pas de réponse à tes questions, parce qu'il n'y a que elle qui pourrait la donner. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai arrêté d'écrire à un moment et j'ai recommencé, et que j'ai recommencé avec la conscience aiguë d'avoir quelqu'un sur mon épaule quand j'écrivais. C'est-à-dire que il fallait
respecter, être fidèle, être honnête et pas faire de tralala, quoi. Et je pense que c'est ça, le livre. C'est qu'il y a une forme de parler de mission tout à l'heure, pratiquement, de mission. Tu me dis, est-ce que tu en avais une au début? Non. Après, oui, évidemment. C'était via ce portrait-là, via ces quelques phrases-là d'elle, que moi, après, j'ai, tu vois, porté son message à elle. Entièrement son message à elle. Et je pense que vraiment, ce qui respire des dragons, c'est son message à elle. Quand t'as terminé l'écriture, t'as dû être épuisé? Ah oui. Mais très franchement, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant m'écrivent en disant j'ai pleuré en lisant votre livre et j'ai toujours envie, et je le fais pas, mais de leur répondre si vous saviez ce que j'ai pleuré en l'écrivant. Et c'est tellement troublant de rencontrer ces enfants. Après, tu peux plus vivre sans eux. C'est-à-dire que ils existent. T'as ouvert les yeux. Vraiment, t'as ouvert les yeux sur quelque chose. Et t'as ouvert les yeux sur quelque chose d'insupportable. En l'occurrence. Et vraiment, moi, ma vie a changé, quoi. Et c'était quoi ta question? C'était que tu devais être épuisé en terminant. Ouais, et encore maintenant. Très franchement. C'est... Mais c'est bien. Parce que dans le livre, il y a cette petite phrase, écrire, c'est dire comment la vie t'affecte. Bah voilà. je pense n'avoir rien fait d'autre cette fois-ci, quoi. Grâce à eux. Tu vois? Parce que moi, j'aurais pas été capable de... Sans être habité par eux, j'aurais pas été capable de faire ça. C'est vraiment cette rencontre qui a créé ça chez moi. Et mais est-ce que ça sert d'écrire un livre si c'est pas pour en sortir un peu lessivé? Je me pose la question. J'en sais rien. Merci Jérôme. T'as pas de réponse à ça? Non. Ok. Bien sûr que non, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Peut-être. Je sais pas. Merci Fanny. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie de foncer en librairie pour acheter Les Dragons et les précédents romans de Jérôme Collin. Je glisse dans la description des liens où retrouver ces émissions Entrée sans frapper en radio et Heptaxi en télé. Prochain épisode dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent sur Spotify, Deezer, Apple et toutes les autres plateformes, voire à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour ne rien manquer de la suite. Des bisous!